Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc super frustrant, un phénomène vraiment universel que les chercheurs appellent l'illusion de compétence. Honnêtement, on connaît tous ce scénario. On passe des heures, mais vraiment des heures infinies, devant un bureau, à relire des pages et des pages de notes. Sur le coup, on a l'impression d'absorber tout le savoir du monde. Et puis, le lendemain, bim. Face à la feuille blanche, c'est le trou noir. L'information s'est totalement évaporée. C'est épuisant et franchement, c'est un coup fatal pour la motivation. Eh bien, la documentation qu'on explore aujourd'hui met justement le doigt sur ces failles. En s'appuyant sur les neurosciences et la psychologie cognitive, on va décortiquer ensemble l'architecture exacte d'un apprentissage qui marche vraiment. Et ça nous amène directement à la grande question de cette analyse, comment on fait pour assimiler l'information plus vite, mais surtout pour la garder en tête sur le long terme. L'idée, ce n'est plus de s'épuiser avec des méthodes de force brute qui ne marchent pas, non, on va plutôt ouvrir une vraie boîte à outils validée par la science. Ce qu'on va voir, ce ne sont pas de simples axes de productivité, mais bien les principes fondamentaux du fonctionnement de notre cerveau. Et les appliquer, ça peut littéralement transformer notre façon d'aborder n'importe quel sujet, qu'on apprenne une nouvelle langue, qu'on prépare un gros diplôme ou qu'on monte en compétences au travail. Première partie, les défis de l'apprentissage. Pendant super longtemps, l'approche traditionnelle a surtout valorisé l'effort pur et dur et le nombre d'heures passées le nez dans les bouquins. Deuxième partie, comprendre avant de mémoriser. Et là, attention, c'est un changement de paradigme absolu pour notre cerveau. D'un côté, on a cette vieille habitude, un peu lourde et hyper fatigante, qui consiste à réciter mécaniquement. Par exemple, répéter a au carré plus b au carré égale c au carré, encore et encore et encore, jusqu'à l'épuisement, sans même savoir ce que ces lettres représentent concrètement. Sur le plan cognitif, ça fait bosser la mémoire purement mécanique. Le résultat, ça crée des connexions neuronales super fragiles. Par contre, de l'autre côté, la science nous montre que quand on saisit vraiment le concept géométrique derrière le théorème de Pythagore, eh bien là tout bascule vers la mémoire sémantique. L'esprit va connecter la nouvelle info à des choses qu'il connaît déjà. La formule n'est plus une suite de lettres qu'on force dans son crâne, ça devient une évidence logique. C'est quand même beaucoup plus efficace. Et ça illustre parfaitement cette citation hyper célèbre attribuée à Albert Einstein. Si on ne peut pas expliquer une chose simplement, c'est qu'on ne l'a pas bien comprise. C'est littéralement le test ultime. Si les mots sortent difficilement, si l'explication est super confuse, bourrée de jargon ou d'hésitation, eh bien c'est le signe que la fondation n'est pas solide. En fait, le cerveau tente de cacher un manque de clarté en rendant la chose ultra complexe. Gardons toujours en tête que la simplicité de l'explication, c'est le vrai miroir de la maîtrise absolue. Troisième partie. Maîtriser le temps et la concentration. Parce que, oui, la biologie a ses limites et on ne peut pas les contourner. 6 heures d'affilée, on voit tellement souvent des étudiants s'enfermer pour des marathons de révision de 6 longues heures, sans aucune pause en pensant maximiser leur temps. Mais les études sur la charge cognitive sont catégoriques, c'est un désastre absolu en termes d'efficacité. En fait, quand il est concentré, notre cerveau consomme une quantité phénoménale d'énergie sous forme de glucose. Au bout de 45 à 60 minutes d'effort intense, l'attention s'effondre. Continuer de forcer pendant 3, 4 ou 6 heures, c'est se créer une fausse illusion de productivité. Le cerveau sature complètement, les neurones n'arrivent plus à suivre le rythme et la mémorisation s'écroule. Bref, c'est une pure perte de temps et d'énergie mentale. La vraie parade contre cette saturation, c'est d'adopter un rythme beaucoup plus dynamique. C'est d'ailleurs le secret de la fameuse technique Pomodoro. C'est redoutable parce que c'est parfaitement calé sur nos rythmes biologiques. Le principe, 25 minutes de focus total, suivi d'une vraie pause de 5 minutes. Pendant ces 25 minutes, le cerveau est en mode ultra focalisé. Mais la magie, elle opère vraiment pendant ces 5 petites minutes de repos. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. L'esprit passe en mode diffus, le subconscient prend le relais et commence à relier les infos qu'on vient d'avaler. Petite astuce en plus, si on alterne les sujets après la pause, en passant par exemple de la philo aux maths, on maintient une attention au top pour toute la journée. Quatrième partie, le rôle clé du sommeil. C'est la phase la plus critique du processus et ironiquement, c'est celle qu'on sacrifie le plus souvent. Ici, on a un face-à-face classique entre la science et l'une des pires habitudes académiques. À gauche, la traditionnelle nuit blanche la veille d'un examen. L'intention est de gagner du temps, mais biologiquement parlant, le résultat est catastrophique. Fatigue extrême, pic de stress et surtout, un énorme blocage au moment de récupérer les infos. À droite, l'approche validée par les neurosciences. Et oui, l'apprentissage ne s'arrête pas quand on ferme le livre. C'est exactement pendant le sommeil, surtout le sommeil profond et paradoxal, que le cerveau va faire le tri. Il organise et transfère l'info de l'hippocampe, qui est en gros notre clé USB à court terme, vers le néocortex pour l'ancrer de façon permanente. Donc dormir après avoir travaillé, ce n'est pas un luxe, c'est le moment très précis où le savoir se cristallise dans notre tête.
5e partie, pratiquer activement la leçon. Parce qu'emmagasiner des infos passivement, ça ne suffit littéralement jamais pour les retenir. Il faut vraiment briser ce mythe tenace qui dit que relire un chapitre passivement, ça suffit. Pour que le cerveau retienne, il faut le forcer à cracher l'information, à la générer de l'intérieur vers l'extérieur. Les méthodes les plus puissantes exigent de mouiller un peu la chemise. Il faut résumer les concepts avec son propre vocabulaire, se faire des quiz à blanc ou s'attaquer à des cas pratiques. Mais la méthode reine, de loin, c'est de l'expliquer aux autres, ce qu'on appelle la technique Feynman. Imaginons devoir donner un cours sur ce qu'on vient juste d'apprendre à quelqu'un qui n'y connaît strictement rien. En formulant les concepts à voix haute, on réalise tout de suite où ça coince. Les zones d'ombre nous sautent au visage. C'est un exercice de clarté génial qui force notre cerveau à tout restructurer et ça accélère la compréhension d'une façon fulgurante. 6e et dernière partie, le pouvoir de la régularité, ou comment notre environnement et nos routines façonnent la réussite. Tout commence par le contrôle de notre espace immédiat et la gestion des interruptions. Réviser tout en gardant un œil sur les notifications TikTok ou WhatsApp qui s'enchaînent, c'est un véritable naufrage cognitif. Les chercheurs mesurent d'ailleurs ça très bien, ils l'appellent le coût de changement de contexte. Chaque petite vibration, chaque regard lancé vers l'écran vient briser net le flot de la concentration. Et le gros problème, ce n'est pas la seconde qu'on passe à regarder le téléphone, c'est le fait qu'il faut parfois jusqu'à 20 minutes à notre cerveau pour retrouver son niveau de concentration profond de départ. La solution est donc ultra stricte. Il faut instaurer un vrai sanctuaire sans distraction, un environnement calme, coupé des notifications. C'est tout simplement une condition neurobiologique non négociable pour que le travail fourni paye réellement. Et cette exigence de structure, elle rejoint une philosophie beaucoup plus profonde. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Cette fameuse sagesse d'Aristote trouve aujourd'hui un écho absolument fascinant dans la science de la neuroplasticité. L'excellence, ce n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. À chaque fois qu'on répète une action dans le temps, la gaine de myéline qui entoure nos neurones devient de plus en plus épaisse, ce qui rend la circulation de l'information beaucoup plus rapide et fluide. C'est la base même de la formation de nos habitudes. Au final, l'intelligence brute perd de son importance face à une routine en béton. Une routine qui vient littéralement modifier la structure physique de notre cerveau jour après jour. C'est un peu la fable du lièvre et de la tortue, mais appliquée aux neurosciences de l'apprentissage. Apprendre vite, ça ne veut pas dire apprendre sans effort ou compter uniquement sur un talent inné. Ça veut dire investir son énergie de façon hyper stratégique, un parcours structuré, des intervalles de révision bien calculés et la recherche d'une compréhension profonde plutôt qu'un bourrage de crème de dernière minute. Avec une bonne méthode et une vraie régularité de faire, un apprenant organisé va forcément finir par surclasser quelqu'un de naturellement très doué, mais qui refuse de faire le moindre effort. La science est formelle là-dessus, on a tous la capacité d'optimiser considérablement nos capacités intellectuelles avec la bonne approche. Pour clore cette analyse, terminons sur une réflexion un peu provocatrice. L'école, dans son approche souvent hyper standardisée, met toujours l'accent sur quoi apprendre. Mais prend-elle vraiment le temps de nous enseigner comment apprendre de manière efficace ? Face à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la mémoire, le sommeil et l'attention, il devient vital de remettre en question nos vieux automatismes. C'est une véritable invitation à reprendre le volant de notre propre architecture d'apprentissage, à larguer ces habitudes qui nous épuisent pour rien et à enfin choisir des stratégies qui respectent la vraie mécanique de l'esprit humain.